Mes chers amis, merci de votre présence ce soir. Et notre intervention se situe dans le cadre des esprits libres, qui ont cette particularité d'être à la fois un mouvement politique et culturel. Culturel d'abord, puisqu'il s'agit pour nous de reprendre la tradition des salons pré-révolutionnaires qui, à mon avis, ont été l'un des facteurs essentiels du progrès social, qui était souvent d'ailleurs animé par des femmes. Ces salons du XVIIIe siècle étaient vraiment les lieux de préparation des idées, où l'on faisait mijoter les idées, où l'on faisait émerger les idées nouvelles. Alors j'ai pensé heureux de reprendre cette tradition-là qui avait disparu, et il y a 11 ans, j'ai créé, chez moi, près du jardin public, le Salon des Esprits Libres. Et nous tenons des sessions de ce salon. Nous y parlons un peu politique, mais beaucoup culture. Et chacun qui vient au salon apporte sa contribution. L'un va nous parler d'un livre, l'autre va nous lire un de ses poèmes, un troisième va nous proposer un cadavreski. Tenez, le dernier salon, nous avions posé chacun des questions dans un chapeau, et puis ensuite on a lu ces questions et chacun répondait par écrit à ces questions, et donc chacun a écrit tout un tas de réponses, et dans un autre chapeau on a récolté les réponses. Et ensuite, on a fait un dépouillement, vous voyez, avant les élections, on a dépouillé. Et on tirait une question, et ensuite on allait chercher une réponse, mais qui n'était pas la réponse aux questions. Et donc ça a fait un télescopage, une espèce d'actualisation du cadavreski des surréalistes, qui a donné une soirée tout à fait mémorable. Bon, ça c'était l'un des jeux de notre salon des esprits libres. Alors un autre va faire une performance, un autre va nous raconter à partir d'un fait divers, il va broder, que sais-je, bref. On va danser, enfin, dans le salon des esprits libres, chacun amène ce qu'il veut. C'est un véritable libertinage qui se passe. Et là encore, s'il me vient à reprendre ce terme, c'est que précisément je me réfère aux libertins du XVIIIe siècle, et non pas forcément au sens actuel du libertinage, mais à cette idée que l'on va vagabonder et que l'on va formuler des idées en allant chercher et non pas en subissant simplement. Sois résolu à ne plus servir et te voilà libre, nous indique la Boétie. C'est la lignée de ces salons, c'est la lignée d'Épicure, c'est la lignée du jardin d'Épicure. Eh bien, cette tradition-là, je souhaiterais qu'elle soit reprise en main et qu'elle se développe. Et c'est au nom de ce salon que j'interviens effectivement. Mais bien sûr, ces salons se préoccupent aussi de cité, de politique, d'organisation de la cité. Et c'est à ce titre-là que nous présentons notre candidature. Pourquoi ? Parce que, eh bien, il me semble qu'il y a une certaine misère dans les propositions qui nous ont faites. Et il me semble que la classe politique est un peu déphasée, n'a pas saisi le questionnement contemporain. Et je vais essayer de vous donner les éléments afin de saisir ce questionnement autrement qu'il nous est proposé par la classe politique actuelle. Voilà un peu le cadre de la soirée. Et je suis heureux de recevoir Nadine Rosel, qui est du Havre et qui est une militante écologiste encartée à Europe Écologie Les Verts, vous savez, et vous savez que ce groupe-là a décidé de participer à ce marché de NUP-là, derrière Monsieur Mélenchon. Là. Et donc, il est évident qu'on ne peut pas, nous, se satisfaire de cette perspective-là et que, disons, la perspective de voir ce monsieur Premier ministre n'est pas spécialement notre tasse de thé. Et vous allez voir que ce soir, je vous proposerai
de fouetter d'autres chats, en quelque sorte. Mais je voudrais que notre soirée commence, comme dit Reverdy, l'heure est grave, il faut gravir, commence par une pensée européenne. Il y a actuellement un peuple qui se bat pour notre liberté. C'est le vaillant peuple ukrainien, et je voudrais, s'il vous plaît, que nous nous levions un instant et que nous fassions une minute de silence pour les morts ukrainiens. Bon, merci Nadine. Alors, comment dire ? Nous avons un souci politique. Pourquoi ? Parce que la politique, c'est l'organisation de la cité. Et cette cité, nous y vivons, nous, en tant qu'individus. Et il se trouve que nous, en tant qu'individus, on a un autre souci, au-delà de l'organisation de la cité, c'est notre propre vie, le fait d'exister. Et donc nous avons deux choses à traiter, en tant qu'individus. C'est notre art vécu à nous, faire au mieux, vivre au mieux. C'est ce que d'aucuns ont dit, faire de son existence une œuvre d'art, c'est-à-dire se rapprocher en tant qu'individu le plus possible, le plus près possible de l'amour et de la beauté. Parce que l'amour et la beauté nous apparaissent comme un voyage éternel, nous apparaissent comme des réponses à notre souci existentiel qui est que nous sommes périssables. Et que nous le savons, que nous en avons une claire conscience. Nous avons donc un tragique, celui de l'existence qui nous est imposé, et nous avons une sagesse à opposer à ce tragique. C'est faire au mieux, comme dit Marcel Conche, fais au mieux, même si c'est périssable. On est là au cœur de la sagesse tragique. Celui qui existe, c'est celui qui danse avec le temps qui le tue, nous indique Friedrich Nietzsche. Et plus lapidaire encore, il nous dit « dansons la vie ». Dans ce registre-là, faire de son existence une œuvre d'art et répondre au tragique par le gai savoir. Eh bien, nous devons considérer où nous sommes, à quel moment, dans quelle époque, dans quelle cité nous vivons. Nous ne pouvons pas être seulement une personne avec cette sagesse tragique, ce gai savoir, qui répond donc au caractère périssable de l'existence. Nous devons tenir compte aussi que nous sommes là dans une époque donnée, dans une situation donnée, avec des techniques données, avec les autres qui sont autour de nous. Et qu'est-ce que nous sommes ? Eh bien, nous sommes à la fois libres et déterminés. Nous sommes déterminés par notre époque, nos techniques, la région dans laquelle on vit, notre langue, les gens qui nous entourent, notre famille, la nature, tout cela, ce sont des éléments déterminants sur lesquels il nous est assez difficile d'agir. Ils ont fait quelque chose de nous. Et qu'est-ce qu'exister ? Eh bien, c'est faire de nous à partir de ce que les autres ont fait de nous. Se choisir à partir de ce que les autres, au sens large, la nature, l'époque, la technique, les autres, etc., ont fait de notre famille, etc. Les autres ont fait de nous quelque chose. À nous, maintenant. Et ça, c'est tout ce qui nous a déterminés. En ce sens-là, nous ne sommes pas libres, parce que tous ces choix-là, on n'a pas choisi de naître, on n'a pas choisi le pays, etc. Ça nous est imposé, ce sont des figures imposées. À nous d'introduire des figures libres maintenant, à partir de ce qui nous est imposé.
C'est-à-dire que Spinoza a raison quand il dit que nous sommes déterminés, que nous ne sommes pas libres, que le libre arbitre, ce n'est pas possible. Mais Sartre a raison quand il dit que nous sommes condamnés à la liberté, condamnés à nous choisir, dans le cadre qui nous a été imposé en quelque sorte. À partir de là, il faut une sagesse stoïcienne et épicurienne en même temps, qui consiste à agir autant que faire se peut sur tout ce qui dépend de nous, à chaque fois qu'on va pouvoir être utile, à chaque fois qu'on va pouvoir changer, modifier les conditions dans lesquelles on vit, pour qu'elles soient les meilleures possibles, le plus propices possible à notre art de vivre. Et en même temps, il va nous falloir renoncer quand on sait que c'est inefficace, quand on sait qu'on n'y peut rien, quand on sait que ça ne dépend pas de nous. Satisfais-toi de ce qui ne dépend pas de toi et agis sur tout ce qui dépend de toi. Avoir ce discernement-là, c'est bien discerner ce qui est art vécu et art politique. Ça signifie donc qu'il ne va falloir jamais rien céder. Soyez résolus à ne plus servir et vous voilà libre. Quant au choix individuel, oui. Et interviens, sois aussi un citoyen quand tu vois, quand tu constates que les choix qui sont faits pour l'organisation de la cité dans laquelle tu vis, eh bien, influent considérablement ta propre vie et la vie de tes proches et la vie de tes contemporains. Voilà pourquoi nous avons deux soucis, un souci d'art vécu, existentiel, et un souci d'art politique, d'organisation de la cité. Voilà ce que je voudrais vous dire en premier lieu. Soyons des individus, mais sachons que si nous ne sommes pas des citoyens, eh bien d'autres font les choix à notre place. Et nous y perdons en tant qu'individus, et nous y perdons beaucoup. Ça, c'est déjà le cadre dans lequel je veux vous parler politique. Deuxième chose, quelques concepts. Que celui qui attend que la situation soit grave pour agir se méfie. Parce que c'est quand tout va bien qu'il faut agir. C'est quand tout va bien qu'il faut agir pour que ça ne se dégrade pas précisément. Pour ne pas être obligé de suragir après. Quand tout va bien, comme disait mon cher camarade Jean-Paul Abribat, qui nous a quittés il y a quelques années, que certains d'entre vous connaissaient, et qui a rallié les esprits libres, alors que pourtant il était au Parti communiste. C'est singulier. Mais il ne voulait pas quitter la vieille crèmerie, et puis par amitié, il a quand même rejoint les esprits libres. Comme je lui disais, heureux en rejoignant les esprits libres, tu fais un beau voyage, Jean-Paul, heureux qui communiste a fait un beau voyage. Et où j'en étais? Oui. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas où j'en étais. De Jean-Paul Abribat. Ah oui, c'est Jean-Paul, oui. Nous allons donc intervenir en tant que citoyens. Et nous allons intervenir sur... Oui, ah non, c'est pas ça. Je vous racontais qu'il fallait intervenir quand tout allait bien et pas attendre que ça se dégrade. Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. La dialectique de ceux qui disent on va attendre que tout soit mal, que tout soit mauvais, que tout se dégrade, et alors là, il y a urgence à agir, patati patata, ça c'est bien gentil, mais ça nous fait perdre un temps considérable. Comme disait encore Jean-Paul Abribat, toujours pareil, et il me disait un jour, on était en conférence comme ça, et je lui dis, mais alors Jean-Paul, je ne sais pas à quel propos, alors tout va bien, je lui dis, je ne sais pas pourquoi, je lui disais ça. Et alors il me dit, et alors si tout va bien, c'est maintenant qu'il faut veiller, parce que tout pourrait se dégrader. Et alors, en effet, c'est la sagesse, c'est quand tout va bien qu'il faut agir au maximum pour préserver ce bien, parce que ça peut effectivement se dégrader, après il nous faudra suragir. Donc, pas de discours alarmiste, pas de discours colérique. La colère est un mauvais concept qui nous autodétruit. C'est Spinoza qui nous l'enseigne, ça aussi. Pas de colère, pas d'affect négatif. On s'autodétruit avec cette affaire de colère. Je ne suis même pas d'accord avec Hessel quand il nous dit « indignez-vous ». Non, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça.
ayez la sagesse, ayez la raison, et avec modération. Et vous savez que quand nous, vous l'avez vu parce que je l'ai mis en exergue, quand nous rencontrons quelqu'un de gauche, c'est plus fort que nous, on fait un pas à droite. Mais quand nous rencontrons quelqu'un de droite, c'est plus fort que nous, on fait 2 pas à gauche. Ce qui signifie que nous sommes centristes, mais en 2 mots, centristes, et qu'en même temps, nous sommes centraux. Ça veut dire aussi que si on nous oblige à raisonner avec l'ancien catalogue politique, c'est vrai qu'on pourrait nous dire qu'on est dans la lignée, vous le verrez tout à l'heure, de Pierre Mendès France, par exemple, d'un certain centre-gauche, si vous voulez. Mais pour respirer vraiment, c'est au-delà de ces étiquettes gauche-droite qu'il faut raisonner, bien évidemment. Et c'est en ce sens que je parle de libertinage politique. Allez chercher ce qu'il y a de meilleur et essayez de sélectionner ça à l'épreuve des faits. Et je vais vous dire, moi je ne crois en politique qu'en 2 choses, la fiscalité et les institutions. Si tu me dis que tu veux changer les choses, mais que tu ne me dis pas quelle fiscalité va suivre, pour moi, ça ne compte pas. Et si tu me dis que tu veux changer les choses, alors que tu as des institutions qui ne te permettent pas de changer les choses, c'est vain. C'est vain. Parce que le cadre dans lequel tu agis, il n'est pas bon, il est mauvais, il te condamne. Comment veux-tu, si tu n'as pas changé, si tu n'as pas accepté l'institution dans laquelle tu agis, eh bien, tu es condamné par avance à l'impuissance. Et si tu n'as pas une fiscalité qui fait agir, eh bien, tu peux toujours parler, avoir de bons sentiments. Regardez les programmes électoraux, ils sont remplis de promesses, toutes plus belles les unes que les autres. Mais le problème, c'est quelle est la fiscalité qui suit? Comment est-ce qu'on va orienter le comportement? Fiscalité et institution, pour introduire quoi? Mais pour introduire ce qui nous importe, la culture, l'éducation, la façon d'appréhender les choses, la façon dont nous allons rendre conscients, devenir conscients nous-mêmes et rendre conscients les autres. Il faut libérer cette culture-là. Le problème, c'est que dans notre monde contemporain, singulièrement en France, nous avons un petit problème avec les institutions. Et c'est un vieux problème. C'est un problème qui remonte à la vieille tradition française du monarchisme d'une part, du robespierrisme, du bonapartisme, du boulangisme, du gaullisme, du pétainisme, du mitterrandisme, etc., etc., et successeurs. Un problème de monarchie présidentialiste que nous subissons chaque jour. Nous ne sommes pas majeurs sur cette question, parce que dans les autres pays européens, on n'a pas cela, sauf dans les pays illibéraux. Mais dans les pays démocratiques, on n'a pas cette déformation-là jacobino-monarcho-présidentialiste. Il s'est passé un malheur en 1958. La 4e République était instable, était en crise, ne savait pas gérer la situation coloniale, la décolonisation, elle butait, et De Gaulle est arrivé, a fait des institutions à sa façon, et a introduit, alors que nous avions des régimes parlementaires, a introduit un régime de monarchie constitutionnelle, le régime de 5e République. En 1962, donc, premier coup d'État en 1958, il a introduit ce régime-là, mettant fin à notre grande tradition républicaine, introduisant un pouvoir personnel
Il a fait un premier coup d'État en 1958 en jouant avec l'appui de l'extrême droite favorable à l'Algérie française dans un premier temps, qu'il a ensuite trahi. Enfin bref, vous connaissez l'histoire. Et en 1962, il a aggravé cela parce qu'il a fait inscrire dans la Constitution l'élection du président de la République au suffrage universel. À ce moment-là, les oppositions dignes, je pense en particulier à Gaston Monnerville, qui était président du Sénat, a crié à la forfaiture. Et Pierre Mendès France a crié à la forfaiture. Les Républicains se sont levés contre ce pouvoir personnel, contre l'élection du président de la République au suffrage universel. Gaston Monnerville, président du Sénat, a dit à De Gaulle, De Gaulle a dit « j'ai le droit ». Gaston Monnerville a répondu « non, vous n'avez pas le droit, vous le prenez ». Effectivement, le fait de passer par référendum cette réforme constitutionnelle d'élection du président n'était pas autorisé par le texte de 1958. Il n'avait pas droit car ça touchait à la loi fondamentale constitutionnelle. Et il l'a fait quand même, c'est une forfaiture. À partir de là, nous étions dans ce que mon cher professeur Maurice Duverger, je lui ai envoyé des tomates un jour, mais enfin bon, mon cher professeur, a qualifié de monarchie constitutionnelle. François Mitterrand a été extrêmement lucide là-dessus. Il a écrit un petit livre qui s'appelait « Le coup d'État permanent » et qui analysait cette constitution et cette forfaiture permanente qu'exerçait le pouvoir personnel. Pourquoi ? Il le disait très bien. Parce que quand vous conférez à un individu une légitimité d'une circonscription nationale, il est évident que vous remettez en question ce qui est la légitimité parlementaire de nos députés, alors, pour autant, que nous avons fait une révolution française pour que ce soit l'Assemblée nationale qui soit l'instance suprême qui nous dirige, qui nous représente, qui incarne les intérêts du pays. Si vous mettez au-dessus de cette Assemblée nationale pour laquelle nous avons fait la Révolution française, pour laquelle existe la liberté, l'égalité et la fraternité, si vous érigez une institution supérieure dans les mains d'un seul homme, eh bien, il est évident que vous faites perdre la qualité parlementaire et républicaine à votre pays et vous prenez de grands risques, de très grands risques. Aujourd'hui, la légitimité présidentielle domine largement la légitimité parlementaire. Nous en souffrons. En ce sens, la France ne peut pas être stricto sensu qualifiée de démocratie, de pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple, car elle n'a plus sa représentation parlementaire dominante. Ça, c'est un premier point. Attention, je crois qu'il y a quelquefois le petit anagramme, la vérité relative. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en démocratie que nous sommes en dictature terroriste sanglante. Il y a entre des formes de démocratie les plus avancées étant aujourd'hui les Scandinaves et l'allemande, et les formes de pure dictature terroriste, que sais-je moi, Arabie Saoudite, Qatar, Poutine et compagnie, et j'en passe, pas les meilleurs forcément, mais enfin j'en passe. Il y a toute une gamme. On n'est pas soit dans la démocratie pure, soit dans la dictature pure, il y a toute une gamme. Eh bien la France, dans cette gamme-là, est l'un des pays européens le plus éloigné du pôle démocrate. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas une représentation parlementaire souveraine. Parce que sa représentation est fondée sur la monarchie présidentialiste. Le François Mitterrand, qui était très clair là-dessus dans son petit livret, Le coup d'État permanent, quand il est arrivé au pouvoir,
cet assassin, parce que François Mitterrand, c'est quand même le ministre qui a fait donner les pleins pouvoirs à Guy Mollet, qui a permis, en tant que ministre de la Justice, de donner les pleins pouvoirs aux généraux en Algérie, et ça leur a permis de pratiquer la torture. D'autre part, ce François Mitterrand-là, c'est lui qui a laissé assassiner, guillotiner 60 patriotes algériens, dont, je ne sais pas si vous avez vu De nos frères blessés, le magnifique film qui vient de sortir sur Fernand Yveton, qui était un communiste français qui a voulu placer une bombe qui n'a pas fait de mort et qui a été guillotiné donc à la prison de la Santé. Ce François Mitterrand a laissé les patriotes, qui avaient été décorés de l'ordre de la Francisque d'ailleurs, ce Mitterrand, a laissé ces 60 patriotes guillotinés, exécutés. C'est un assassin dans l'histoire, au regard de l'histoire, il le restera, comme sa Francisque donnée par Philippe Pétain. Vous savez que pour avoir la Francisque, il fallait faire don de sa personne au maréchal. Hein, c'est pas rien. Bref, Mitterrand. Eh bien, ce qu'il a fait, il a refusé, quand il est arrivé au pouvoir, qu'on réédite son livre « Le coup d'État permanent ». Et on n'a plus entendu parler de son coup d'État permanent. Et il a pris les habits des gaullistes, évidemment, et il a dirigé comme un monarque, en mettant toute la France sur écoute, enfin, un véritable délire. Bref. Notez d'ailleurs que, quand vous entendez le Parti socialiste aujourd'hui, ou les mélenchonistes et tout ça, qui ont l'air de beaucoup s'opposer, il y a un point qui les réunit. L'amour de François Mitterrand. Là-dessus, comme dit M. Mélenchon, ne touchez pas aux vieux. C'est ce qu'il disait aux Rocardiens quand il les a ralliés avant de les trahir en 1994. Enfin, bon, bref. Reprenons notre gauche, là. Est-ce que vous avez entendu dans la dernière campagne électorale une véritable mise en cause des institutions? Certainement pas, et on va y venir. Quand ils étaient au pouvoir en 2002, il y avait là les écologistes, il y avait là Jean-Luc Mélenchon, il était secrétaire d'État, il y avait les communistes, il y avait tout le monde, la gauche plurielle, comme on disait. Eh bien, M. Jospin, voyant venir en 2002 l'élection législative avant l'élection présidentielle, et c'était pour nous une chance, parce que ça nous permettait, malgré que nous ayons une monarchie constitutionnelle, ça nous permettait au moment de la législative, comme elle était séparée de la présidentielle, de tirer notre épingle du jeu et de dire, bon, ben d'accord, on a un monarque, mais on va lui envoyer une assemblée à la couleur qu'on veut. Très bien. Et donc ça provoquait des cohabitations. Eh bien, M. Jospin, par pur intérêt personnel, pensant qu'il allait battre Jacques Chirac, comme il disait, il est vieillissant celui-là, alors je vais le battre, a proposé à toutes les forces politiques, à M. Bayrou, à tout le monde, à M. Rocard, à tout le monde, d'inverser le calendrier républicain. Il arrivait une élection parlementaire en 2002, et il a dit, eh bien, je propose au Parlement d'inverser le calendrier, on va mettre la présidentielle avant la législative. La droite a dit, mais c'est bon pour nous ça, on accepte, pourquoi? Parce qu'eux, de toute façon, ils sont présidentialistes. Eux, la droite, quand ils n'ont pas de chef, ils ne peuvent pas avancer. Ah ben, la droite, c'est ça, la droite, c'est le chef, c'est le Dulce. S'il n'y a pas un Dulce, il n'y a plus de droite. Bon, très bien, on a compris. Mais la gauche, elle, c'est par pure tactique électoraliste. C'est parce qu'ils pensaient qu'ils allaient battre Chirac à la présidentielle et que Jospin était bien parti. Mais comme ils ne sont pas forcément très malins, ils sont allés présenter, bon, Chevènement, il était en dissidence, d'accord, mais ils sont allés présenter aussi Taubira. Taubira, c'est une spécialiste, elle, pour faire couler la gauche, parce qu'elle avait déjà été le numéro 2 de la liste du voyou Bernard Tapie. Et elle avait coulé Michel Rocard, la carrière de Michel Rocard, qui était candidat aux élections européennes.
Et donc ils ont fait avec Mitterrand, donc pour couler Rocard, pour l'empêcher d'avoir un destin présidentiel, ils ont fait une liste tapis avec Tapie en 1, Taubira en 2 et M. Mamère en 3. Et vas-y que je suis le voyou Tapie et que je liquide Michel Rocard, tout ça sous les auspices de M. François Mitterrand. Voilà comment ça marche dans cette affaire-là. Bref, ce monsieur Mamère, cette madame Taubira, ce monsieur Chevènement, tous dans le gouvernement, se sont présentés contre Lionel Jospin. Bon, évidemment, au bout d'un moment, la machine a explosé. Résultat des courses, c'est Le Pen qui est arrivé deuxième. Et mon Jospin, il a été Grosjean comme devant. Voilà, bon. C'est-à-dire que cette gauche-là, qui est prétendument celle qui devrait se battre contre les institutions monarchistes de la Ve République, non seulement quand elle a été au pouvoir, elle est rentrée dans les habits monarchistes avec François Mitterrand, mais quand elle a été au pouvoir une deuxième fois, gauche plurielle, avec toutes ses composantes, ils ont aggravé la situation de monarchie présidentialiste et ils en ont fait de monarchie constitutionnelle et ils en ont fait une monarchie présidentialiste. C'est-à-dire que la présidentielle passant devant la législative et précédant la législative devient un simple processus de validation, d'avalisation de la présidentielle. C'est-à-dire que vous donnez les pleins pouvoirs à quelqu'un un dimanche et qu'on vous demande le dimanche d'après de lui donner aussi les pouvoirs parlementaires, de lui donner aussi à sa botte une assemblée. Et effectivement, le pauvre peuple, comment voulez-vous qu'il se déjuge, qu'il dise « bon, je vote pour un tel et puis je ne vais pas lui donner les moyens de gouverner la semaine d'après ». Non, le peuple, il est coincé. Et la vague, si vous voulez, la vague l'emporte. Il n'y a plus de législative indépendante. Et comme ils ont, tous ces marlous-là, ramené le mandat de 7 ans à 5 ans pour que ça corresponde systématiquement, eh bien maintenant, systématiquement, effectivement, on a la présidentielle et on a la législative à suivre immédiatement. Parce que quand il y avait un mandat de 7 ans, suivez-moi bien, il y avait encore possibilité que la législative se détache de la présidentielle et que finalement, hop, on dise au président, bon ben ça suffit, tu commences, ça commence à bien faire, on va t'envoyer une assemblée comme on veut. Ah ben non, ça on l'a supprimé parce qu'on a aussi ramené à 5 ans le mandat du président. Alors le tour est joué, maintenant on est dans un système présidentialo-monarchiste. Et là, notre destin est en jeu, parce que il suffit que le candidat républicain, entre guillemets, et vu ce que je pense à la Ve République, mais un accident de parcours. Par exemple, qu'on s'aperçoive qu'il est un tantinet poutinien, comme un M. Fillon, ou qu'il porte des costumes un peu trop brillants, comme un M. Fillon encore, et pam, l'accident électoral, il est vite arrivé. Qui va en profiter? Mais ceux qui sont là, prêts à prendre la relève, pas de problème. Confiez-les, amusez-vous à confier à Mme Le Pen ou à M. Mélenchon les rênes de la Ve République, d'un régime monarcho-présidentialiste. Excusez-moi les gars, les filles aussi, excusez-moi, mais je ne sais pas comment vous allez en sortir après. Parce que là, c'est très très dangereux. On joue avec le feu dans cette histoire. Parce que les honnêtes de gauche, les passables, là, les moyens de gauche, de droite, les bonhommes du centre droit, comme Hollande, tout ça, bon, l'excité, Sarkozy, tout ça, bon, ça passe encore, ça va. Mais jusqu'à quand vont-ils tenir le coup face à ceux qui sont, alors là, pour le coup, eux, franchement, clairement hostile à la République dans son fondement même, dans son histoire même, dans l'historicité même de notre liberté, de notre égalité, de notre fraternité. Attention, il y a danger, on joue avec le feu. C'est la raison pour laquelle les esprits libres, dans la lignée de Pierre Mendès France, dans le souvenir de Gaston Monnerville et de ce coup d'État permanent dans le texte de François Mitterrand également, en reprenant tous ces éléments,
nous disons qu'il faut que la France refuse l'élection du président de la République au suffrage universel, c'est-à-dire fasse la même chose que tous les autres pays européens, car c'est une singularité notre affaire. Le roi d'Espagne, il est élu par personne, il n'a pas de pouvoir. La reine d'Angleterre, elle est élue par personne. Le président de la République en Allemagne, il n'est pas élu par le peuple. Le président italien, vous ne le connaissez pas non plus, bon, forcément, il n'a pas de pouvoir. Tous ces gens-là n'ont pas de pouvoir. Ce sont des présidents comme un arbitre de football. En tant que simple arbitre, ou des rois, ou des reines, ou des présidents, ils ont une fonction d'arbitre sur le terrain. Ce n'est pas eux qui dirigent. Et donc, ils doivent être élus en, non pas divisant le peuple, parce que le problème avec l'élection présidentielle, c'est que on va élire un président, mais le résultat, c'est qu'il divise, cette élection divise le peuple en deux. Vous avez ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ça se termine toujours à 40, 60, ou à 58, 42, etc. Enfin, le peuple est divisé en deux, il sort de cette élection, diviser le peuple. Ce n'est pas l'objectif. Un président, ça devrait au contraire incarner, représenter, ça devrait être élu au scrutin préférentiel, où les oppositions peuvent mettre un veto, c'est-à-dire, par exemple, aux 3/5 d'une Assemblée nationale. L'opposition pourrait dire « Ah non, cette personnalité, non ». On pourrait choisir la personnalité dans le groupe majoritaire, oui, mais il faudrait que les oppositions acceptent que ce ne soit pas un président diviseur, que ce soit un président simple arbitre comme dans tous les pays européens, et que ce soit donc le Premier ministre qui dirige le pays. Un seul qui est les rênes, parce que le danger, c'est que nous avons alors des cohabitations, maintenant de moins en moins, mais quand il y a la cohabitation, il y en a un qui veut aller dans un sens, l'autre qui veut aller dans l'autre sens, très mauvais. Si vous voulez monter dans un bateau où on vous dit il y a deux capitaines, il y en a un qui veut aller vers un côté et puis l'autre va vers une autre destination, vous allez vous dire attends, on va peut-être changer de destination, nous, hein, on va peut-être aller ailleurs. Mauvais. Et puis les rivalités internes entre le président et le Premier ministre, elles sont considérables, même quand il n'y a pas de cohabitation. Souvenez-vous ce que ça a donné avec, par exemple, Michel Rocard et François Mitterrand. Ils ne pouvaient pas se sentir, ces deux-là. Et bien souvent, les premiers ministres sont entrés en conflit avec les présidents alors qu'ils étaient du même bord. Donc tout ça, c'est très mauvais d'avoir deux capitaines dans un même bateau. Et il faut que nous nous alignions sur l'ensemble des pays européens, dans la perspective européenne d'ailleurs, d'unification, de rassembler les mœurs politiques, que nous cessions d'être une monarchie présidentialiste. Premier point. Deuxième point, quel mode de scrutin pouvons-nous adopter? Car là encore, nous avons un mode de scrutin, le mode de scrutin législatif, dans une élection législative dont je vous ai dit qu'elle n'existait plus et qu'elle compte pour du beurre, et puisque de toute façon elle est jouée déjà par la présidentielle, on sait déjà quelle sera la couleur de la prochaine Assemblée. C'est toujours joué d'avance, donc ça ne compte déjà plus. Mais bien que ça compte pour du beurre, en plus, elle est très mal faite cette élection. Elle ne représente nullement le peuple. Il n'y a pas du tout de proportionnel. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un discours entre majoritaires. Aucune force politique ne peut émerger dans un tel système. Les sensibilités de l'opinion ne sont pas représentées. Et donc les gens, eh bien, soit ils restent chez eux, soit ils sont en colère, ils ne sont pas représentés, ils votent pour les extrêmes. Voilà les deux propositions qu'on leur fait. Soit vous restez dans le carcan cinquiémiste, mais là, les vieux partis cinquiémistes sont épuisés maintenant, le Parti socialiste, LR et compagnie, ils ne peuvent même plus jouer leur rôle, ils sont disqualifiés, on se demande si ce n'est pas à jamais. Et donc, on offre comme perspective que, alors, un qui a réussi le hold-up, bon d'accord, mais jusqu'à quand? Ou alors, restez chez vous, ne votez pas. Les blancs ne sont pas représentés, bon. À quoi bon? Ou alors, si vous êtes en colère, si vous êtes sur la fête de la colère, vous votez pour les extrêmes. Hein, voilà. Alors, Le Pen, la seule opposition, Mélenchon, premier sinistre de la lutte des places, etc., etc. Enfin, il y en a des extrêmes, il y a toujours des candidats. Voilà où nous sommes réduits.
il nous faut changer notre mode de scrutin législatif. Mais là, attention, attention, les choses ne sont pas simples. Il nous faut une représentation proportionnelle, mais laquelle? Si nous choisissons une proportionnelle intégrale, nous risquons l'instabilité que nous avions sous la 4e République et que nous avons payé cher, puisque ça a donné pratiquement le coup d'État gaulliste. Nous risquons l'instabilité de la proportionnelle intégrale que connaissent encore aujourd'hui des pays comme Israël, comme l'Espagne, comme l'Italie. Nous risquons aussi de voir, comme les Allemands, des coalitions qui se forment, mais après l'élection, dans le dos de l'électeur. On ne sait pas ce qui va sortir du vote qu'on a exprimé, parce que les alliances se font après l'élection. Donc, il y a des dangers d'instabilité avec la proportionnelle intégrale. Le principal danger, c'est que des petites forces intermédiaires qui font 5%, 6%, 7%, font la pluie et le beau temps et peuvent se vendre plus offrant. En Israël, c'est toujours ça, presque. Les petites forces extrémistes, religieuses en général, arrivent à former les gouvernements, etc. En Espagne, on a vu ça. En Italie, n'en parlons pas. Regardez par exemple les 5 étoiles qui ont été élus pour aller dans une coalition et qui, en cours de route, sont allés dans une autre coalition, sont passés de l'alliance avec la droite berlusconienne à la gauche ensuite. Donc, l'électeur, il ne maîtrise pas du tout. Et puis, il y a un risque d'instabilité. Imaginez-vous que si on fait une proportionnelle intégrale, comme le préconisent alors pas mal de forces politiques en France, le Front National l'a préconisé longtemps, le Parti communiste, n'en parlons pas, les Verts l'ont préconisé aussi à une époque, et maintenant, M. Macron, il semble qu'il soit pour la proportionnelle intégrale, il a dit ça il y a quelques jours, là, bon, allez, la proportionnelle puis intégrale. Et puis même M. Bayrou, proportionnelle intégrale aussi, oh bah oui, non. Pour moi, non. Soyons raisonnables, réfléchissons. Il nous faut représenter au maximum les forces politiques, oui, mais en même temps, étant donné l'historicité de notre pays, étant donné sa tradition, nous ne sommes pas élevés, nous, dans la façon des Allemands ou des Scandinaves de rechercher du consensus, ou comme ils font au Parlement européen, ils recherchent le consensus. C'est toute une éducation que le peuple français n'a pas du tout. Nous sommes, nous, dans l'affrontement permanent, dans l'alternative, et dans 2 termes d'alternative, dans l'antagonisme, toujours, avec de longues traditions qui expliquent le pourquoi de cette évolution française. Eh bien, nous ne pouvons pas prendre ce risque d'instabilité, mais il nous faut la représentation maximale. D'un autre côté, il nous faut une garantie de gouvernabilité, parce que nous n'avons pas une culture qui aujourd'hui nous permettrait de faire une proportionnelle intégrale. Alors, je réfléchis depuis plus de 30 ans à ces questions, et la proposition que j'ai faite à cette élection, c'est un système proportionnel premier tour à 80%. 80% de députés sont élus à la proportionnelle intégrale. Toutes les forces politiques sont donc représentées correctement à l'Assemblée nationale. Et puis, on laisse 3 semaines entre les 2 tours. Et il y a, pendant ces 3 semaines, au regard des résultats du premier tour, les forces politiques prennent leurs responsabilités et proposent une liste gouvernementale, une coalition gouvernementale propose ou ne propose pas, d'ailleurs ils peuvent rester seuls, mais ils peuvent aussi passer des alliances en fonction des résultats du premier tour, et la coalition qui gagne le 2e tour rafle les 30% restants, les 20% restants, pardon. Donc vous avez 80% de proportionnelle intégrale, et 3 semaines après, c'est le peuple qui décide de la coalition qui va tenir les manettes, qui va avoir son Premier ministre, et qui a 20% de députés pour cette coalition-là. Cela nous
garantit une forte représentativité, d'une part, par la proportionnelle, et en même temps, ça nous limite considérablement les dangers de non-gouvernabilité du pays. C'est donc un système mixte à majoritairement proportionnel, paritaire. Nous avons une assemblée homme-femme à égalité. À ce propos, j'ai toujours été très étonné de voir que les mouvements féministes réclamaient beaucoup de choses, mais ne réclamaient pas ce qui me paraît, moi, l'essentiel, c'est-à-dire la parité à l'Assemblée nationale. Il faudra m'expliquer pourquoi ce n'est pas le mot d'ordre principal des féministes, car enfin, quand on veut le pouvoir, j'ai envie de dire, il suffit de le prendre, mais il faut s'adresser aussi là où il est. Oui, l'Assemblée nationale paritaire. Ça devrait être la revendication féministe numéro 1, parce que si les femmes font les lois, elles feront des lois favorables aux femmes, j'espère, j'imagine. Bon, parenthèse. Voilà le mode de scrutin mixte, proportionnel, à deuxième tour, majoritaire, que nous proposons. Mais cela ne suffit pas. Il faut aussi considérer qu'il y a un grand rejet de la classe politique actuelle et qu'elle n'est pas capable d'assumer véritablement ses responsabilités et qu'un certain nombre de citoyens en sont conscients, il faut les prendre en compte. C'est ceux qui votent extrême aujourd'hui. Il ne faut pas qu'ils continuent à voter extrême, il faut leur proposer une autre possibilité, d'être vraiment représentés eux et de ne pas déléguer aux extrêmes la représentation. C'est le vote blanc représenté dans les assemblées. 10% de vote blanc, 10% d'élus tirés au sort. 30% de vote blanc, 30% d'élus tirés au sort dans l'Assemblée. Et oui, on va s'exprimer, on va voter blanc, on manifeste qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se présente, eh bien on a des élus qui sont tirés au sort. Mais pas n'importe lesquels, qui plus est. Quand vous allez voter blanc dans ce système, vous avez deux possibilités. Soit vous déposez un bulletin blanc dans l'urne, soit vous déposez un bulletin blanc avec une petite enveloppe cachetée, fermée, dans laquelle vous avez marqué votre nom blanc volontaire, et vous la glissez dans l'urne. Et quand on dépouille, eh bien, s'il y a 10% de vote blanc, à ce moment-là, on va tirer 10% d'élus tirés au sort dans l'Assemblée concernée parmi ces enveloppes de volontaires blancs. Ce qui fait que ce sont des gens qui seront véritablement représentés par des gens qui, au moins, refusent la classe politique qu'ils ont refusée en votant blanc. Je ne sais pas si j'ai été clair sur la question, mais je pense que c'est assez net quand même. C'est la représentation des votes blancs. Votes blancs qui doivent être pris en compte dans les sondages obligatoirement, prise en compte dans les résultats obligatoirement, parce qu'aujourd'hui on vous parle de majorité, tu parles. L'autre il est élu avec 14% du corps électoral des inscrits, et puis on appelle ça la majorité. Non mais ça rigole. Non, il faut que tout soit bien comptabilisé et sans triche. Donc les votes blancs doivent être comptabilisés dans les sondages, dans les résultats, et représentés par des élus tirés au sort au prorata. Mais ça ne suffit pas, parce qu'encore une fois, il y a une autre tradition française qui est très intéressante, c'est le bicamérisme. Le bicamérisme peut être précieux. La dernière assemblée tirée au sort sur le climat a fait un travail magnifique, excellent, avec tout un tas de propositions tout à fait judicieuses. Cette assemblée, ce conseil citoyen, qui a travaillé, la Convention citoyenne, comme on l'appelait, a fait un excellent travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand les gens sont réunis, tranquilles, avec des experts, ont une délibération approfondie, eh bien la sagesse l'emporte. La sagesse se ferait son chemin. Eh bien, il faut s'appuyer sur cette sagesse-là, sur cette sagesse de la délibération populaire, de la délibération, pour renforcer notre représentativité. Et je propose que nous doublions toutes les assemblées, l'Assemblée élue, l'Assemblée nationale, l'Assemblée régionale et chaque assemblée communale, tous les conseils municipaux, que nous les doublions d'un conseil citoyen tiré au sort qui aura comme fonction, eh bien, la fonction que le Sénat a aujourd'hui par rapport à notre Assemblée nationale.
Donc voilà un peu l'architecture que je propose, que les esprits libres proposent, et ce sont des idées qui, que je sache, à ma connaissance, n'existent pas dans l'espace politique. C'est la raison pour laquelle je me présente, parce que je n'ai pas vu d'autres candidats proposer ça. Premièrement, plus d'élections présidentielles, système primo-ministériel. Deuxièmement, le proportionnel 80%, 20% garantissant la majorité. Et troisièmement, la représentation des votes blancs par des élus au prorata du nombre de votes blancs. Et enfin, le bicamérisme à tous les étages, c'est-à-dire au niveau national, remplaçant le Sénat, au niveau régional et au niveau de chaque commune. À ce moment-là, nous pourrons nous passer d'un processus particulièrement pervers qui s'appelle le référendum. Le référendum, c'est la trappe nigo. Celui qui veut un référendum, c'est celui qui ne comprend rien à la politique, et singulièrement rien à la politique française. Car, qu'est-ce qu'un référendum? Eh bien, c'est une question qui est souvent immaîtrisée. C'est le dirigeant, généralement, qui pose la question, quand il le veut, dans les conditions qu'il fixe lui-même la plupart du temps. Et, en général, s'il fait ça, c'est pour court-circuiter les corps intermédiaires. C'est parce que, par exemple, l'Assemblée ne va pas voter comme il voudrait, alors on essaie de court-circuiter l'Assemblée, ou parce qu'il y a une mesure démagogique qui a de belles couleurs et qui va passer comme ça parce que le peuple va se laisser avoir, en quelque sorte, etc. Bon. Ça nous donne des choses extrêmement dangereuses, ce référendum. Je vous rappelle que les Bonaparte sont arrivés au pouvoir comme ça, par référendum. Le Radinguet, là, est arrivé comme ça, a fait son coup d'État par référendum, le Napoléon III. C'est comme ça qu'on est passé du premier consul à l'empereur, etc. À chaque fois, le référendum a berné. Et d'ailleurs, ce référendum était interdit par la Deuxième République et par la Troisième République. Il a fallu attendre le système du pouvoir personnel du gaullisme, qui consiste à toujours passer par-dessus les corps intermédiaires, par-dessus les assemblées, par-dessus les syndicats et tout ça, pour s'adresser directement au peuple, pour avoir un seul intermédiaire, le peuple, un seul interlocuteur, le peuple direct, le duce, le peuple, le duce, le peuple. On court-circuite toutes les formes de la démocratie représentative, on fait des référendums. Alors, ne vous laissez pas berner par ces histoires de référendums, qui ont pour effet, tout simplement, de diviser le pays en deux. Quand vous faites un référendum, vous êtes sûr que le lendemain du résultat, vous avez la moitié du pays qui est contente et l'autre moitié qui n'est pas contente du tout. Eh bien, c'est pas ça la démocratie. La démocratie, c'est pas seulement le vote. La démocratie, c'est le choix. Et le choix, il consiste à maîtriser les questions que l'on pose à tous les niveaux et à maîtriser les réponses et à les nuancer, ces réponses. Si on vous dit, est-ce que vous voulez un pont dans le village, par oui ou par non? C'est absurde. C'est un pont pour faire passer les autoroutes, c'est un pont pour les piétons, c'est un pont pour les vélos, c'est un pont qui va dégrader le paysage, c'est un pont, etc. Qu'est-ce que c'est ce pont? Non, il faut parler de quand, comment, pourquoi, etc. Quelle est la fonction? Il faut avoir quelque chose d'intelligent. Quand on discute avec quelqu'un, on lui donne pas un discours et puis ensuite tu réponds par oui ou par non. C'est absurde. La personne va dire, attends, si je peux dire que oui ou non, non, ça ne va pas. La vérité, c'est pas oui ou non, c'est pas le manichéisme. Et le référendum, il est profondément manichéen, il nous divise. Comme l'élection présidentielle, elle nous divise. Parce que le lendemain de l'élection présidentielle, il y a ceux qui sont contents, puis il y a ceux qui pleurent. Moitié, moitié. Ça ne marche jamais, ces histoires. Quand on s'appuie sur le manichéisme pour gouverner, on s'appuie forcément, on soulève les extrémistes. On les cultive, les extrémismes. C'est pas ça la délibération. Donc pas de référendum. Pas de référendum, mais attention, toutes les minorités ont été bien représentées dans toutes les assemblées.
Qui plus est, l'Assemblée élue, elle est surveillée en quelque sorte, alimentée par l'Assemblée tirée au sort qui est à côté, qui va sans arrêt faire des navettes pour lui donner l'opinion du peuple. Et cette Assemblée-là, tirée au sort, elle va sans arrêt s'appuyer sur les associations, sur les conseils, sur les experts, etc. Elle ne va pas parler n'importe comment, comme l'a fait la Convention citoyenne pour le climat, qui a été une très très bonne initiative, mais dont, hélas, on ne prend pas l'exemple pour modifier considérablement nos institutions. Voilà un petit peu les grands principes que je vous propose au niveau de l'organisation de la politique, car la politique, c'est l'organisation de la cité. Et il nous faut parler des institutions, et il nous faut parler dans un cadre qui nous permet à chacun d'exercer la démocratie qui, que je sache, est bien le pouvoir du peuple, par le peuple, pour le peuple. Mais ça ne suffit pas, mes amis, y compris du point de vue institutionnel. Il y a encore un autre problème, c'est qu'il y a dans notre pays 10 millions de pauvres en deçà du seuil de pauvreté. Alors là, moi je vous dis une chose, si vous voulez une démocratie qui fonctionne, où tous les gens se comportent comme des citoyens, eh bien, il vous faut considérer cet élément-là. Une personne qui est en dehors du circuit, parce qu'il est en deçà du seuil de pauvreté, ne peut pas être un citoyen à part entière parce qu'il a autre chose à faire. Il a un autre souci, un souci existentiel trop grave pour pouvoir assumer la fonction politique dont je vous parlais tout à l'heure. Il a un souci d'art vécu tel qu'il ne peut pas s'occuper d'art politique, désolé. Parce que là, son souci à lui, c'est de manger au mieux. C'est une question, comme on dit aujourd'hui, de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on se pose la question du pouvoir de dépenser avant de se poser la question du pouvoir de penser, tout simplement. Et donc, on ne peut pas concevoir une démocratie politique sans qu'il y ait un élément de démocratie économique introduit qui fasse que la personne, étant au-dessus du seuil de pauvreté et non en deçà, peut effectivement considérer sa fonction citoyenne. Je crois que c'est assez clair, là, mon propos, et que c'est une condition. La démocratie économique, si vous voulez, est un des éléments constitutifs de la démocratie politique. Vous n'aurez pas une vraie démocratie politique si vous n'avez pas un élément de démocratie économique qui fait que vous n'avez pas affaire à un pauvre. Si vous le laissez dans son état de pauvreté, d'abord vous allez avoir plein d'ennuis parce que les pauvres, ça attire plein de problèmes. Ils sont plus malades que les autres, ils arrivent à moins se former que les autres, ils sont jamais contents, toujours en colère parce qu'ils sont pauvres, alors forcément, et ça vous attire plein. Il faut faire des programmes sociaux sans arrêt parce qu'il faut bien les assister, les pauvres, on ne va pas les laisser comme ça. Alors bon, ça vous encombre l'esprit pendant des siècles et des siècles, cette histoire de pauvreté. Et ça ne vous permet pas d'avoir une démocratie pleine. Donc il faut enrichir ces citoyens pauvres, si vous voulez une vraie démocratie. Et c'est un libéral qui vous parle. Mais le libéralisme, là encore, il y a une grande confusion. On entend beaucoup de critiques du libéralisme aujourd'hui. Mais s'agit-il du libéralisme politique ou du libéralisme économique? C'est ça le problème. Que l'on critique le libéralisme économique, le laisser-faire, le laisser-aller, ce qu'on appelle l'ultralibéralisme. J'en suis bien d'accord. Mais que l'on jette le bébé avec l'eau du bain et qu'on critique le libéralisme politique, que nenni, je ne vous suis pas. Je suis pour le libéralisme politique. Mais le libéralisme politique, c'est quoi? Mais c'est d'abord, par définition, c'est une pensée de gauche dans son essence même. Et c'est d'abord l'égalité des chances. Mais l'égalité des chances, vous ne l'avez pas si vous naissez dans une famille pauvre. Vous ne l'avez nullement, à aucun titre. Au contraire, il faut, je crois, X générations, un enfant d'ouvrier pour passer dans une autre classe. Enfin, je ne sais pas, vous connaissez les analyses quand même, vous voyez la situation dans notre pays. Donc, le libéralisme, c'est d'abord l'égalité des chances. Ensuite, vous avez toutes les libertés que vous voulez, mais il faut qu'il y ait une égalité des chances.
La démocratie politique, c'est aussi un élément de démocratie économique. Et donc, la proposition qui est faite, et que nous faisons, parce que c'est une proposition de fiscalité qui accompagne la proposition institutionnelle, c'est le revenu citoyen. Le revenu citoyen de 1 000 € de base pour tout le monde. C'est-à-dire que votre feuille d'impôt, aujourd'hui, quand elle vous arrive, elle part à 0. Et puis, vous faites une déclaration, et puis on vous impose. Ou on ne vous impose pas. Ou on vous rend de l'argent. Enfin bref, on part de 0. Mais ce 0-là est tout à fait arbitraire. On pourrait très bien partir de plus 500 ou de moins 1000, d'un autre chiffre que de 0. Ce 0, il est tout à fait arbitraire. C'est une question politique, une question fiscale. Ma proposition, c'est qu'on parte tous avec 1 000 € de base par mois sur notre feuille de déclaration d'impôt. À ce moment-là, lourde conséquence. Vous n'avez plus une société, vous avez une société sans pauvres. Tout le monde est en deçà du seuil de pauvreté, au-delà du seuil de pauvreté. Vous avez donc l'élément de démocratie économique qui est introduit dans la démocratie politique. Vous pouvez donc faire le vote obligatoire, ou tout au moins une incitation fiscale au vote. 100% € de retenue si vous n'allez pas voter sur le revenu citoyen. Mais ce revenu citoyen va être une arme considérable. D'abord, et là, ça va faire... Alors ça j'espère que ça fait plaisir à la gauche, le revenu citoyen, 1 000 € de base pour tout le monde, ça devrait passer. Sauf chez les marxistes, parce qu'ils ont horreur de tout ce qui ne vient pas du capital et du travail, les marxistes. Mais enfin, la gauche non marxiste, elle, la gauche un tant soit peu libérale, un tant soit peu libertaire, elle va être ravie de ma proposition de revenu citoyen. Bon, mais les marxistes, tant pis, on fait comme ça. Mais je vais maintenant faire plaisir à la droite, vous savez, les esprits libres. Ça nous permet de supprimer tout l'assistanat. Tout l'assistanat, là. Vas-y, les allocations, allocations logement, allocations familiales, allocations chômage, bourse de ceci, bourse de cela, patati, patata. Comme dit l'autre, tout ce qui... Alors c'est lui qui parle comme ça, pas moi. Tout ce qui coûte un pognon de dingue, c'est ce qu'il a dit, ce monsieur. Il est président, il ne sait pas parler correctement le français. Enfin, c'est comme ça. Et toutes ces allocations nous coûtent fort cher. Pour donner 300 € à un chômeur, il faut lever 900 € parce qu'il y a des fonctionnaires à payer, il y a une machine étatique considérable qu'il faut entretenir, et etc., etc., etc. C'est de la fonction publique, en veux-tu, en voilà, et on fait de l'assistanat. Mais moi, je vous dis, quand on assiste quelqu'un, on ne lui rend pas service. On lui impose d'être un assisté, on lui impose de remplir des papiers, on lui impose une véritable soumission à ce système. C'est une honte d'être assisté, fondamentalement, c'est honteux, et les gens le vivent comme ça. D'ailleurs, quasiment la majorité de ceux qui ont droit au RSA, je crois qu'il y a 33% de gens qui ont droit au RSA, ne le réclament pas. Ça montre bien qu'il y a un problème quand même dans cette histoire d'assistanat. Alors non seulement c'est compliqué, non seulement ça coûte cher, mais ça maintient les gens dans une situation qui n'est pas digne. Donc on supprime tout l'assistanat. On ne garde plus que la santé et l'éducation en matière de fonctions sociales de l'État. Je ne parle pas des fonctions régaliennes, évidemment, l'armée, la police, la justice et tout ça. Non, je parle des fonctions sociales. En matière de social, si vous faites un revenu citoyen, vous ne vous occupez plus que de santé et d'éducation. Alors là, oui, moi j'entends tous les politiques aujourd'hui qui disent « oui, la santé, il faut faire ceci, il faut faire cela et tout ça ». Sauf qu'ils ne nous donnent pas la grille de lecture qui nous permet de rendre la santé prioritaire. Alors, moi, je vous dis, vous faites le revenu citoyen, vous supprimez toutes les formes d'assistanat et vous allez pouvoir consacrer tout votre effort à la santé et à l'éducation. L'éducation au sens large du terme, c'est-à-dire la culture, c'est-à-dire la formation permanente, à vie. Ça veut dire qu'on ne va jamais laisser la petite fille, le petit garçon, sans une maîtrise très très bonne de la langue, par exemple. On va reprendre le processus, on va mettre 1, 2, 3 éducateurs, on va trouver des moyens, on va former tout le monde en permanence. On va lui donner les moyens d'être, alors je ne sais pas s'il faut dire l'honnête homme, l'honnête humain, je vais dire, pour rester féministe. On va retrouver tous les éléments de culture générale, on va les développer systématiquement, toutes les formations, tout ce qui permet de sortir de la condition d'assistanat et de la condition de l'esclavage salarié, on va le faire en matière d'éducation, parce qu'on se sera donné les moyens de la priorité à l'éducation et à la santé.
Et la santé, évidemment, va être libérée de ce fait, va être démultipliée. Qui plus est, on tombera moins malade. Pourquoi? Parce que si vous faites un revenu citoyen de 1 000 € de base, il y en a qui sont écologistes, mais ils me font rire. Ils veulent laisser les gens à surproduire, avec 35 heures par semaine et tout ça. Mais on produit beaucoup trop. Vous avez le poisson, vous avez 35 ou 36% du poisson pêché, jeté. Vous avez, pour tout ce qui est l'alimentaire, c'est 33% aussi qui est jeté, gaspillé, etc. Les emballages, mais les emballages, vous avez vu, les bouteilles, tout ça, c'est pas consigné, on le met, alors on va le porter dans une machine qui rebroie tout ça, qui refabrique la même bouteille. Enfin, c'est insensé, quoi. Nous produisons beaucoup trop. Et il ne faut plus que le travail soit le vecteur organisateur de la cité. Le travail et le capital sont aujourd'hui les vecteurs organisateurs de la cité. C'est le cas dans le capitalisme que nous vivons aujourd'hui, c'est le cas dans le socialisme réel que nous avons eu dans toutes les expériences historiques. Eh bien, je conteste tout à fait cela. Je conteste que l'individu soit d'abord défini comme étant quelqu'un lié au processus productif, au processus du travail. Pour moi, c'est sa créativité qui doit être prise en compte et non pas seulement son rapport au travail. Alors, réduction de temps de travail de 35 heures à 24 heures. 24 heures pour tous et 18 heures pour les travaux pénibles. C'est une réduction considérable. Ça veut dire qu'on passe à la semaine à 3 jours pour tout le travail salarié. Ça veut dire une économie de 66% dans les déplacements déjà, passer à cet horaire-là. Ça veut dire que nous allons faire des progrès en matière d'écologie colossaux. Ça veut dire en particulier que notre revenu ne va pas, parce qu'on a mis en place un revenu citoyen de base de 1 000 €. Ça ne veut pas dire que notre revenu va être augmenté de 1 000 €, puisqu'on va travailler moins. On va passer de 35 heures à 24 heures, taux légal. On aura à peu près le même revenu, mais on aura 4 jours de disponibles. Dans la semaine, on ne travaillera plus que 3 jours. Alors ensuite, les indépendants, ils feront ce qu'ils voudront. Mais les indépendants, s'ils continuent à faire 50, 60 heures par semaine, ils vont devenir très riches parce qu'ils vont avoir 1 000 € en plus. Probablement, ils seront incités eux-mêmes à se mettre à mi-temps. C'est une incitation fiscale puisqu'on leur donne 1 000 € de base supplémentaire. Ils auront cette tendance à réduire eux-mêmes un peu. L'encouragement en général va être à la réduction de la production. On n'a pas besoin de produire tant, on a besoin de produire mieux en respectant mieux l'humain. Et je vous parlerai des mécanismes de régulation contrôlée, de légalisation contrôlée qui le permettent. Donc 35 heures, on passe à 24 heures et à 18 heures pour les travaux pénibles, car il est odieux, il est aberrant de laisser quelqu'un dans un travail pénible. Il doit faire 3 ans, 4 ans, 5 ans dans un travail pénible, et puis on doit le former pendant les 4 jours qui lui restent dans la semaine pour qu'il sorte de ce travail pénible, ou pour qu'on trouve une machine pour le remplacer dans son travail pénible. On doit refuser l'esclavage salarié. On ne doit pas considérer les gens, et ça les marxistes ne comprennent pas, qu'il ne faut pas considérer les gens sous le seul prisme de leur fonction productiviste. On doit les considérer dans une fonction de créativité. Et comme l'État n'aura plus comme fonction sociale que de développer la créativité au sens large du terme, par la formation, par la culture, par les arts, etc., eh bien, vous comprenez bien qu'on va engager une problématique, une dynamique démocratique. Ce revenu citoyen, donc, améliorera considérablement la santé, parce que croyez-moi, quand on travaille 24 heures plutôt que 35, on s'en porte en général mieux. Et ce revenu citoyen a introduit l'élément de démocratie politique, dont je vous parlais tout à l'heure, de démocratie économique dans la démocratie politique, et ce revenu citoyen nous permet d'avoir une véritable politique écologique. Et enfin, ce revenu citoyen nous permet d'avoir vraiment une vraie priorité à la santé et à l'éducation. Voilà la proposition 2 que je vous fais après la proposition institutionnelle. Et ensuite,
eh bien, il nous faut passer d'une économie de marché, comme nous l'avons aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle vulgairement le capitalisme, que d'aucuns appellent le libéralisme, moi j'aime pas du tout ça, c'est le capitalisme, à une économie avec marché, et non pas à une économie collectiviste. Je ne me réclame pas du collectivisme, du marxisme. Ça veut dire une économie mixte, où nous avons un marché qui fonctionne, oui, mais où nous n'avons pas un tout marché. À ce propos, il y a eu un débat qui était particulièrement intéressant à gauche. C'est Lionel Jospin, ce brave, toujours celui qui a foutu en l'air, qui a bouleversé nos institutions dans un mauvais sens. Ce Lionel Jospin, un jour, s'interrogeait et disait, ce sont des sociodémocrates, vous savez, alors ils sont ralliés à l'économie de marché. Bon. Nul n'est parfait. Il disait comme ça, il nous faut une économie, on est rallié à l'économie de marché, mais on ne veut pas une société de marché. Alors, oui, je comprends bien ce brave homme. Mais le problème, c'est que si on a une économie de marché, on a forcément une société de marché. Forcément. L'un engendre l'autre. Alors là, il faudrait quand même avoir lu Marx, un minimum, quand on est un social-démocrate comme M. Jospin, et un ancien trotskiste qui plus est. Alors que les trotskistes, ils croient que les forces productives se sont arrêtées en 1905, alors si Léon Trotsky. Enfin, c'est un autre débat. Alors qu'elles ont explosé. Bon, ouais. Ça ne m'étonne pas qu'il n'ait pas réussi à faire la révolution dans nos pays. Enfin, bref, ça c'était pour Poutou au passage, mais enfin... Et il est sympathique quand même, ce garçon. Et comme il dit, nos vies valent mieux que leurs profits. D'accord. Même Macron le dit d'ailleurs. Bon. Alors, bref, où j'en suis enfin, voilà. Une économie avec marché et non pas de marché. Voilà le concept que je vous propose. C'est-à-dire, c'est une sortie du capitalisme sans passer dans le collectivisme. Pourquoi ? Parce que ce n'est plus le marché qui distribue la totalité des revenus, vous avez bien compris. Ce n'est plus du salaire seulement que l'on va recevoir nos revenus. C'est aussi du revenu citoyen. On aura 1 000 € de base qui viendront du revenu citoyen. Donc ça, c'est une rupture avec le tout marché. Remarquez, ce n'est pas une innovation incroyable, parce que l'essentiel des revenus aujourd'hui, vous croyez peut-être que ça vient des salaires. Pas du tout. L'essentiel des revenus en quantité, ça vient des dividendes, des capitalistes, ça vient de la propriété dont on a hérité, ça vient de l'héritage, ça vient des actions dont on tire profit. Et c'est ça l'essentiel des revenus, si on fait une moyenne, naturellement. Alors, évidemment, en majorité, les gens y tirent leurs revenus de leur travail. Mais, sur la masse globale des revenus, eh bien non. Les gens, ceux qui touchent le plus d'argent, ce n'est pas leur travail, c'est leurs dividendes qui leur donnent les revenus. C'est ça la masse essentielle. Donc quand on dit que le revenu citoyen, ce pauvre revenu citoyen, ces pauvres 1 000 € de base pour chacun qui vont arriver là, vous savez, ils seront encore tout petits par rapport à la masse des revenus en général. Et il ne faut pas avoir des illusions d'optique sur ces questions. On va introduire, pour pouvoir passer de cette économie de marché à cette économie avec marché, ce que j'appelle les légalisations contrôlées. La légalisation contrôlée, c'est par exemple pour le cannabis. Certains... Alors, vous savez que nous sommes champions en France, nous sommes le pays le plus répressif en matière de drogue, et nous sommes le pays où les consommations sont les plus élevées dans toute l'Europe. Alors là qu'on m'explique comment ça fonctionne, cette histoire. Comment peut-on être à la fois les plus répressifs et avoir les consommations les plus élevées. Il y a quand même un problème. Alors, pour tout ce qui pose problème, c'est-à-dire les drogues, le tabac, l'alcool, la prostitution, les jeux d'argent, le sport professionnel pourri par l'argent, que sais-je moi, les banques, le pouvoir des banques sur nos vies, tout cela doit passer, les vols aériens qui gaspillent trop, etc. Bon. Tout ça doit passer, non pas dans la loi du marché, mais dans la loi de l'État, c'est-à-dire dans ce que j'appelle la légalisation contrôlée. La légalisation contrôlée, c'est une mesure qui n'interdit pas, qui tolère et qui donne les conditions d'exercice. Je vous prends l'exemple du cannabis, par exemple. Vous faites une légalisation contrôlée du cannabis.
Mais vous n'allez pas le confier au marché capitaliste comme le font le Colorado ou tous les États américains. Vous n'allez pas le confier au coffee shop comme le font les Hollandais, par exemple. Vous allez faire un débit de cannabis dans le cadre d'un commerce passif et dissuasif qui fera que la personne qui vend du cannabis n'a aucun intérêt à vendre du cannabis. Ce sera un fonctionnaire ou un associatif dont les revenus seront dissociés de la vente, qui va pouvoir donner une information sur les dangers, la dangerosité, mais aussi sur les qualités. En particulier, on pourra contrôler le taux de TMC qui est dans le cannabis, ce qui fait qu'on n'aura pas de problème d'overdose à ce moment-là. On va pouvoir introduire les éléments de santé publique dans le cadre de ce commerce légal. Mais ce ne sera pas un commerce capitaliste à un but capitalistique et donc on n'aura pas d'intérêt marchand à ce commerce. C'est ainsi qu'on va pouvoir casser le commerce mafieux. Mais attention, les choses sont liées. Si je vous fais cette proposition-là de légalisation contrôlée du cannabis, c'est après vous avoir fait la proposition de revenu citoyen. Pourquoi? Parce que ceux qui vous disent le contraire, ceux qui ne lisent pas les deux propositions, sont des marchands devant. Parce que dans les quartiers, le commerce de cannabis, il est organisateur des quartiers aujourd'hui. Dans les quartiers pauvres, dans certains quartiers, vous savez ce qu'on appelle les quartiers, où la police ou la police, les pompiers ne peuvent plus aller, vous voyez, etc. Eh bien, quand il y a un problème d'alimentation de cannabis, imaginez-vous que les offices HLM ont des impayés à la fin du mois. Tellement le commerce de cannabis organise l'économie des quartiers. Alors moi, je peux vous faire la proposition, parce que j'ai introduit le revenu citoyen, qui va pouvoir, arrivant, en même temps qu'on va sortir le commerce mafieux, on va donner ces 1 000 € de base. À ce moment-là, on va pouvoir avoir l'alternative, on va pouvoir passer d'une économie à l'autre, effectivement. Et comme on va avoir une démultiplication des offres d'emploi, sans même vouloir rechercher l'objectif du plein emploi, qui me semble un objectif tout à fait insensé et très cupide et très matérialiste, on va l'avoir, le plein emploi, puisqu'on passe de 35 heures à 24 heures, imaginez-vous que ça démultiplie les offres d'emploi. Donc vous allez d'une part vous libérer de la question du chômage, d'autre part vous allez pouvoir passer d'une économie mafieuse à une économie raisonnée. Ça va vous servir également et considérablement en matière de justice. Pourquoi? Parce que la justice et la police sont très très largement occupées par les affaires de prostitution et par les affaires de drogue. Et donc on va pouvoir considérablement réduire l'occupation de la police et de la justice sur toutes ces questions-là. On va pouvoir vider effectivement toutes ces affaires qui traînent et dont on ne sort jamais. Parce que quand vous prenez un dealer, le lendemain, il y en a 3 autres qui arrivent. Forcément, le jeune lycéen, il rentre en septembre. Au lycée Montesquieu, là, il a le bureau de tabac en face déjà. Il suffit qu'il traverse la rue pour aller avoir son tabac, le lycéen. Alors, vous voyez l'éducation, où on en est. On met les bureaux de tabac à 10 mètres de l'entrée des lycées dans notre pays. C'est de la folie pure, hein, mais enfin, c'est comme ça. Mais vous comprenez, quand ils vont acheter leur pain au chocolat, ils ont leur Coca-Cola, leur pain au chocolat, ils ont la presse, ils ont les malabars, ils ont les jeux d'argent, ils ont les paquets de tabac à côté. Tout ça, c'est dans le même bureau, à 10 mètres de l'entrée du lycée. C'est de la folie pure. Évidemment, les débits de cannabis seront à plus de 300 mètres de toutes les entrées de lieux scolaires. Si ça marche pour le cannabis, et je prétends que ça marchera, nous arriverons à réduire les consommations, nous arriverons à une amélioration considérable de la santé publique et nous arriverons évidemment à faire baisser considérablement la délinquance puisque ce sera un commerce légal. Il n'y aura plus de problème à consommer du cannabis. Ce sera toujours interdit de le consommer dans la rue, bien sûr, c'est ça la légalisation contrôlée, mais on pourra le consommer chez soi, on ne pourra pas en acheter des quantités industrielles pour en faire passer aux copains, on aura des quotas, etc. Enfin bref, c'est une légalisation contrôlée. Vous avez dans notre site, vous avez dans le livre, là, vous avez toute une explication sur ce qu'est la légalisation contrôlée. Si ça marche sur le cannabis, nous ferons la même chose pour le tabac. Nous l'arracherons, ce commerce du tabac, aux buralistes.
Ce sera d'autant plus facile qu'on leur a donné 1 000 € de base en plus de leur travail de buraliste, donc ils seront d'autant plus à même de concilier avec nous. Et donc on arrachera le commerce du tabac et on fera des bureaux de tabac qui ne vendront que du tabac, qui donneront une information sur la dangerosité du tabac, etc., etc. Et on pourra passer aux produits de substitution aisément. On va faire ça pour le tabac. On fera ça aussi pour la prostitution, pour les banques également. On va les légaliser, ces banques, oui. Mais les banques, on va leur dire, écoutez, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais enfin, l'État, quand même, ne voudrait pas que vous fassiez des choses qui aillent contre l'intérêt public. Donc, on va prendre un taux de participation de 33% dans toutes les banques. Et à chaque fois qu'on va s'apercevoir que les 33% que l'État va prendre dans la participation bancaire ne suffisent pas, eh bien, on prendra 51% dans votre actionnariat, de façon à pouvoir contrôler ce que font les banques, parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les banques qui nous dictent notre conduite, alors que nous sommes des citoyens. Et d'autre part, les banques en prendront un sacré coup, puisque le revenu citoyen sera versé dans une banque publique. Évidemment, on ne va pas confier aux banques privées le soin de gérer le revenu citoyen. On n'est quand même pas né de la dernière pluie. Hein. On les connaît, les banquiers. Donc voilà. Ces légalisations contrôlées, vous allez le faire aussi sur le sport professionnel, qui nous pose énormément de problèmes. Quand vous voyez qu'un club de football appartient au Qatar, non mais enfin, Paris Saint-Germain, quoi. Non, ben je rêve, moi je ne suis pas amateur de football, mais enfin, appartient au Qatar. En plus, les légalisations d'armes, les ventes d'armes, inutile de vous dire qu'évidemment, il faut que ça passe au régime de légalisation contrôlée. C'est-à-dire qu'il n'est pas question que l'on continue à livrer des armes à des pays qui sont non démocratiques. Hein, les livraisons d'armes à l'Arabie Saoudite, non, excusez-moi. Je vous signale que dans cette guerre en Ukraine, nous avons livré des armes à la Russie depuis des années, des décennies. D'ailleurs, vous vous souvenez, lorsque M. Hollande, le bon-père Hollande, là, a refusé de livrer les 2 Mistral à M. Poutine, eh ben, ce jour-là, M. Mélenchon s'est mis en colère, vous vous en souvenez, j'espère. Bon, la question ne devrait même pas se poser. Comment un pays démocratique peut-il se couper la branche sur laquelle il est assise en allant livrer des armes à des pays totalitaires, fascistes, dictatoriaux? C'est insensé. Comment notre peuple peut supporter ça? Comment est-ce possible? Et voilà le résultat. Voilà le résultat. Cette guerre ukrainienne est tout à fait dramatique. Et je vous ai parlé de la légalisation contrôlée, je voudrais terminer maintenant sur l'Europe. Parce que là, notre destin est dans cette Europe. Aimer la France, c'est aimer l'Europe. L'Europe, ce n'est pas quelque chose qui est là-bas. L'Europe, elle est ici. L'Europe, nous y sommes. Nous sommes autant en France qu'en Europe. Les nationalistes ont l'habitude de jouer avec les mots. Nous disons on est en France et puis il y aurait l'Europe. L'Europe, ce serait quelque chose pratiquement hors des frontières, l'Europe. Ce serait ce qui commence après la frontière française. Non, là, ils font une petite erreur. Ce n'est pas parce qu'on est à Bordeaux qu'on n'est pas en France. Ce n'est pas parce qu'on est en France qu'on n'est pas en Europe. Vous voyez, et ce n'est pas parce qu'on est en Europe qu'on n'est pas dans le monde. Vous voyez, il y a une dialectique qui nous est constitutive. Alors là, le choix est simple. Soit nous disons que la souveraineté est possible en étant un petit pays comme la France, et puis que la souveraineté italienne va être possible à côté en étant un petit pays comme l'Italie, etc., etc., vous m'avez compris. Soit nous appliquons le principe du fédéralisme, c'est-à-dire que chaque échelon se gouverne à sa façon. Et pour tout ce qui est notre destin commun, en particulier notre défense commune, comment voulez-vous qu'un pays comme l'Italie assume sa défense tout seul, ou l'Espagne, ou la Belgique? Enfin, c'est insensé. La France, à la limite, parce qu'elle est nucléaire. Enfin, bon. Mais ces pays européens-là, ils doivent avoir une défense commune, bien sûr. Ça nous permettrait d'être indépendants des Américains, parce que l'histoire de l'OTAN, moi, vous savez, je suis intrinsèquement pour que la France, un jour, l'Europe, un jour,
puisse se passer de l'OTAN, quitte l'OTAN, mais à la condition d'avoir une armée européenne, bien évidemment. Ceux qui nous proposent de quitter l'OTAN aujourd'hui sont des gens qui veulent nous livrer à Poutine, purement et simplement. Ça, c'est l'histoire de M. Mélenchon ou de Mme Le Pen. Ça ne nous intéresse pas, je dirais. Mais notre indépendance par rapport à l'OTAN, elle est quand même historiquement intéressante, importante. Pourquoi? Parce que si demain on se retrouve encore avec un Trump, vous comprenez? On ne peut pas confier notre destin à un individu comme ça. Ça risque de poser de lourds problèmes. Et ça peut très bien arriver parce que ce que je vous ai dit sur la démocratie française, je pourrais vous en dire 10 fois plus et en pire sur la démocratie américaine. Elle ne se porte pas bien du tout. Vous savez, quand on a vu ce qui s'est passé au Capitole, c'est très très grave. Donc on ne peut pas confier notre destin de pays à l'Amérique. Qu'on ait un partenariat avec l'Amérique quand nos intérêts peuvent correspondre, comme ça semble l'être en ce qui concerne l'Ukraine, moi je veux bien, mais à condition d'être des partenaires. Il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est la première puissance économique mondiale si elle est unie. Attention, ça peut compter, et hélas, ça ne compte pas suffisamment. Donc il faut que nous ayons un noyau fédéral, parce que je ne crois pas que ce soit avec les 28 pays que l'on puisse faire un véritable fédéralisme, que l'on puisse faire une fiscalité commune, parce que nous n'avons pas les mêmes niveaux de richesse, de culture, etc. Il nous faut un noyau fédéral fort, autour de l'axe France-Allemagne et des pays fondateurs de base, qui soit fédéral, c'est-à-dire que sur toutes les questions économiques, on ait la même fiscalité, de façon à bien s'entendre, à ce que notre monnaie soit forte, et on impose aux autres monnaies. Il n'y a de souverainisme que le souverainisme européen. Si on vous parle d'un souverainisme italien, espagnol, français, patati patata, si chacun est de son côté, il ne sera souverain de rien du tout, il n'aura pas son destin en main. Il nous faut une Europe fédérale, et à côté de ce cercle fédéral fort, à fiscalité et à défense commune, et si possible à culture commune, en prenant l'exemple de la magnifique chaîne d'information que nous avons Arte avec les Allemands. Voilà l'exemple de ce qu'il faut faire en matière européenne. Voilà ce qu'il faut faire à tous les niveaux. Il faut faire des Arte généralisés entre les noyaux des pays européens. Quant aux 27-28, eh bien, ils doivent continuer à exister, avoir leur parlement à Bruxelles, quand le noyau fédéral se réunira à Strasbourg, et on doit continuer à avancer avec les 27 pays, à avancer dans un fédéralisme que je dirais à géométrie variable, où ceux qui veulent s'associer s'associent. Mais il nous faut que ce cercle évolue pour pouvoir réintégrer autant que faire se peut l'Angleterre. Il n'y a aucune raison que l'Angleterre ne puisse pas rentrer dans un tel cercle. Le problème, c'est qu'il nous faut un cercle qui puisse accepter l'Angleterre, et il nous faut un cercle qui puisse nous permettre, nous, de nous fédérer avec les Allemands et avec le noyau fondateur, avec les 6 pays qui ont constitué l'Europe au départ. Donc il nous faut une différence de niveau. Il nous faut donc une Europe à géométrie variable, dont le cercle fédéral sera l'arme forte, le bras armé, le bras culturel, le bras militaire, le bras économique, qui en imposera aux autres grandes nations, et en particulier aux impérialismes qui nous menacent, clairement, la Chine, la Russie et éventuellement, le cas échéant, quand il se réveille, l'impérialisme américain, surtout quand c'est Trump qui le dirige. Voilà un peu l'architecture économique, politique, économique, sociale que je vous propose et que je soumets à votre discussion. Je crois encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que j'ai été relativement bavard déjà. Et écoutez, je vous propose une petite pause de quelques minutes. Et puis ensuite, on se réinstalle, on peut prendre un verre si vous voulez. Ceux qui veulent manger avec nous vont pouvoir le faire également. Et après cette pause, on va se prendre 3-4 minutes de pause, et puis je vous donnerai le micro pour vos questions. Si vous voulez les poser avec le micro, vous pouvez les poser avec le micro. Si vous préférez les écrire et les mettre dans le chapeau, vous les écrivez, vous le mettez dans le chapeau. Merci de votre attention.